Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 82e épisode numéro 81. Nous sommes le 24 février 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Panda. Enchanté. Moi je fais du control plane chez Clever. Oui, j'allais te poser la question, que fais-tu? Je fais du control plane chez Nous avons Olivier. Racle tout là-dessous. Bonjour tout le monde, bonjour. Donc Olivier Bautier, moi je suis DevRel chez OVH Cloud et comédien, improvisateur à l'occasion. Et tu vas bien? Et je vais très très bien. Et nous avons Pierre Zeb. Bonjour. Que fais-tu Pierre dans la vie? Eh bien moi je travaille à Clever Cloud et notamment sur tout ce qui est système distribué et base de données. Sujet passionnant. On va en parler, non? Ouais. Je crois. Alors la petite newsletter du jour, nous avons passé notre certification ISO 9001. Nous sommes dans les autres process, de nombreuses autres certifications dont je ne dis pas grand-chose pour l'instant. D'ailleurs, c'est entre nous, parce que c'est pas encore public et c'est une exclue pour nos auditeurs du podcast. Ça sortira pas d'internet. Non, c'est ça. On commence par quoi? Est-ce que vous avez vu que il y a de l'actu chez Warp sur le projet Warp 10? Ils ont invité en fait leurs utilisateurs. Qu'est-ce que c'est Warp 10? Ah pardon, oui, c'est ça. Donc Warp 10, c'est un projet assez riche d'une solution de time series database, mais qui ne se réduit pas à la database, puisqu'en fait il y a tout un écosystème autour, à la fois pour la query, pour la visualisation, pour l'analytique de données, et c'est une plateforme qui a le mérite de s'intégrer à tout un ensemble d'écosystèmes, que ce soit Spark, Flink, Pig, Hadoop, etc. Et du coup, c'est très intéressant à la fois pour le côté interactif temps réel, transactionnel, mais aussi pour le côté analytique, batch et entre guillemets enjeux un peu complexes que peuvent avoir les entreprises dans la manipulation de leurs données et l'analyse de données. Parce que sur la time series, on fait pas que du monitoring. On le répète pas assez souvent, mais on peut faire de la facturation, on peut faire du monitoring de d'état en IoT, sauf que si on a une porte ouverte ou fermée, c'est pas aussi peu important que juste mon CPU est à 80% ou 81%, quoi. Ou des données médicales. Des données médicales, etc. Et donc Warp 10, merci Pierre pour le contexte, il nous invite à participer à un petit event, là, leur launch. Donc il y a un petit formulaire d'inscription qu'on va fournir. On va vous fournir le tweet et puis comme ça vous pourrez vous abonner au Twitter de Warp 10 si ça vous intéresse. Mais derrière ils fournissent un formulaire d'inscription pour participer à un petit Ask Me Anything dans lequel ils vont présenter les fonctionnalités de Warp 10 3.0. C'est le 3 mars. Ouais. Préciser la date. Et nous, on est assez enthousiastes de ça parce qu'on a un peu travaillé avec eux. Alors, on leur laisse la primeur d'annoncer les fonctionnalités qu'il y a dedans, mais on est au courant de 2-3 trucs et ça va être incroyable. Ça va changer le game. Ah ouais. En parlant de choses incroyables, du coup, parfois, nous, même si on parle un peu de dev, de langage, etc., et on a tendance des fois à rester un peu dans le métier, faut pas oublier que le métier a une incidence sur la vie réelle. Et Antoine, je crois que tu as une petite histoire à nous raconter. Ouais, en fait, il y a pas longtemps, il y a à peu près 4 jours. Rapproche-toi du micro, Panda. Il y a 2 avions de ligne, des Boeing 737. Alors je pense que c'est pas la première fois que vous entendez parler de Boeing et de logiciels ces derniers temps. Qui en décollant ont frotté la queue de l'appareil sur la piste, ce qui est quand même un truc qu'on essaie d'éviter en général. Et la cause de cet incident-là, c'est un bug logiciel. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce que ça pourrait être ici, de pourquoi on aurait pu arriver là? La correction d'assiette? Non, c'était la dernière fois. Ok. Je t'ai pas mauvais mauvaise information sur la longueur de la piste. Qui fait qu'il Longueur de la piste, non, mais il est Problème de GPS, enfin de positionnement? Non. Problème de calcul du poids. Du coup, ils ont lancé ils ont basculé? Ouais, en fait, ils ont basculé trop tôt parce que le calcul du poids, fuel, passager, machin et tout était erroné. Pour un problème de calcul de poids dans le logiciel de gestion, ils ont envoyé l'information de rotation trop tôt. Du coup, pas assez de vitesse. Du coup, l'avion gratte par terre.
c'est pas parce qu'ils n'avaient pas attaché les passagers et qu'ils ont tous été stackés à l'avion. Ouais, les sièges étaient mal fixés, donc tout le monde s'est retrouvé à Non, Régis a oublié la mise. C'est ça. Et du coup, en fait, le sujet derrière cette anecdote, heureusement, a priori, il n'y a pas eu d'incident grave, mais le point est que, en fait, il y a des conséquences derrière son code, et qu'en fait, s'interroger sur à la fois la qualité de ce qu'on produit et à la fois sur la place du régulateur dans les secteurs industriels devient de plus en plus importante. On voit que, notamment, il y avait déjà eu des incidents avec Boeing sur le contrôle d'assiette, le truc dont tu parlais c'était un peu plus tôt, et qu'il y avait eu pour le coup un défaut du régulateur parce que Boeing pouvait faire de la certification maison, c'est-à-dire qu'en gros ils avaient des régulateurs qui étaient chez eux et ils auto-certifiaient entre guillemets leur système. Donc à la fois faisons du code correct, bien testé, qui marche, c'est super important qu'on investisse dans la qualité de ce qu'on fait pour tout le monde, et faisons en sorte que le régulateur fasse son travail. C'était pas la seule histoire. Il y avait eu aussi un avion canadien, je me souviens plus, c'était il y a longtemps, mais qui ils avaient changé de logiciel et ils s'étaient trompés d'unité entre le kilo et le système métrique. Ouais, ils s'étaient trompés entre le système métrique et le système impérial. Il y a souvent des voilà. Et il y avait l'intégration de la fusée Ariane aussi, qui avait une des rares qui a pété ces derniers temps, où c'était sur la distance entre le système métrique et le système impérial où il s'était foiré. Du coup, l'accélération était pas bonne et le truc a explosé en plein vol. Et alors, il y aura des interventions humaines. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a une série sur Netflix en fait sur la création des SAS. Et une des premières anecdotes qui est racontée dans cette série, justement, c'est grâce au système métrique ou à cause du système métrique, ils se sont retrouvés toute une colonne de blindés arrêtés en plein désert parce qu'ils avaient fait le plein donc en litres et non en gallons. Enfin, voilà, c'était petites anecdotes comme ça. Donc ça, je crois que c'est pas la première. À mon avis, ça sera pas la dernière. Les erreurs de contexte. Et du coup, je prends la balle au bon, mais comment on fait un logiciel qui est entre guillemets plus robuste aux unités, ce genre de choses? Ouais, en fait, on commence à avoir des logiciels qui se créent pour et des outils dans le monde du développement qui se créent pour faire des programmes plus corrects. L'un d'entre eux est Rust. Merci pour la transition. Ah, c'était pas celle-là, la transition. Non, la transition, c'est que à Clever, justement, on construit, entre guillemets, un framework pour développer notre control plane. Et j'allais sur Refine, tu vois, et tout ça, mais c'est que on a effectivement des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour se protéger de ce genre de choses. Ouais, en fait, être assez précis sur la façon dont on décrit nos données, que ce soit par le filtrage ou par le typage, chose sur laquelle on travaille beaucoup avec Clever, nous permet d'être sûr qu'on se met d'accord, qu'on parle de la même chose, qu'on parle des mêmes quantités, qu'on parle des mêmes unités, et qu'on sait gérer la conversion entre les deux. Ça, c'est un paradigme qui est en train de prendre, mais qui est pas si démocratisé que ça. Et en fait, typer correctement permet de faire du code de qualité de base. C'est ça, et quand on parle des types, je sais que chez nous, on n'est pas sur un type double, integer, etc. On est sur un type métier. Donc si à un moment donné on parle de mégabytes, on va prendre des mégabytes. Et si on fait x8 dessus, en fait on va plutôt pouvoir dire passe-le en mégabits. Et en fait on va avoir la conversion qui est intrinsèque au type en question. Et ça permet aussi d'avoir, si on a des données qui sont, je sais pas, qui ne peuvent être remplies que de 10 à 50 par exemple, en fait le type va protéger ça. Donc si on cherche à rentrer 52 dans la donnée en question, en fait le système va échouer et va empêcher qu'une erreur se propage plus loin, là où une valeur qui serait hors cadre pourrait avoir une incidence. Ouais, clairement. Tu vois, le système d'avion, c'est ce genre de truc, quoi. Mais du coup, on avait la transition d'après, effectivement, sur comment est-ce qu'on fait du logiciel plus, à la fois plus fiable et dans un contexte d'avion, on est quand même dans un monde un peu de temps réel, quand même. Ouais. Belle transition, hein. En gros, une news assez intéressante, c'est que Rust commence à s'intégrer dans des écosystèmes non POSIX. Alors, non POSIX, en quelques mots, ça veut dire pas des systèmes d'ordinateurs classiques, pas du serveur, pas du laptop, des choses un peu plus précises. L'un de ces écosystèmes, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le temps réel. Du coup, Rust a fait des bindings, a trouvé le moyen de s'intégrer avec les dépendants système d'un OS qui s'appelle PikeOS, que je connaissais pas jusque-là. J'ai découvert ça avec ce lien-là. Je vous invite à aller regarder.
Et c'est un OS qui a un certain nombre de certifications que je vais pas lister parce qu'à chaque fois c'est des noms habitables, mais globalement des certifications dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie Cybersécurité, Ah, voilà. cybersécurité. Alors avionique, train, automobile, industrie, médicale. Voilà, et le gros intérêt, c'est que Rust apporte une certaine robustesse sur l'intégrité de la mémoire, de beaucoup de contrôle sur la façon dont on code, et le fait de voir qu'il s'intègre avec des domaines industriels, c'est vraiment un bon signe pour l'évolution de l'industrie d'un point de vue général, sachant que historiquement, tous ces trucs-là, c'est du C. Donc ça va permettre de pouvoir construire des choses neuves, plus robustes, plus fiables, et peut-être éviter les histoires qu'on a eues. Bah, Rust prend bien hein, dans plein d'écosystèmes, que ce soit dans le kernel Linux, dans la data aussi, il commence à avoir des gros projets, dans Android, maintenant en embarqué. Après, il y avait déjà tu pouvais déjà faire des choses sur les ESP avec tout ce qui était NoSTD en Rust, mais là, on commence vraiment à avoir que Rust s'installe vraiment pour le coup un peu partout. Hein. Donc ça, c'est vraiment chouette. Oui, avec le temps qu'il faut aussi pour s'imposer dans le marché, mais quand tu vois comment ça a été entre guillemets propulsé, c'est-à-dire par Mozilla, qui a l'état de santé qu'on lui connaît, mais qui a du coup dû se lâcher le projet en gestion, ben en fait ça continue de vivre et les gens continuent d'être convaincus par l'intérêt de ce qu'apporte le langage. Ce sera pas le langage ultime et absolu évidemment. Il y a autant de besoins que de langage, globalement. C'est marrant, je vais faire mon père Fouras un petit peu du truc, parce que quand je vois là, on en est vraiment au langage temps réel, alors que, vous voyez, à une certaine époque, je commençais à faire un petit peu de MAO, de musique assistée par ordinateur, et il y a eu les premières distrib Linux avec fallait avoir un noyau temps réel. Donc là, on était vraiment au niveau de l'OS. Et après, les systèmes sont venus par là-dessus, les distribs sont venus compléter, et maintenant, on en est au Rust par là-dessus. Donc moi je trouve ça chouette, j'avais envie de faire cette petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais... T'as déjà fait du Rust ou pas? Non. Pas encore? Non, pas encore. J'ai encore le temps. On t'a pas encore converti? Non, mais ça va venir. J'ai plein de choses dans ma to-do list, Rust en fait partie. Ouais, nous, globalement, sur tout notre data plane, soit on est dans du control plane et on a une stack plutôt JVM à des fins d'intégration, de compatibilité, etc. Soit c'est du Rust. On est assez binaire sans le vouloir, on s'interdit pas d'intégrer autre chose. Mais aujourd'hui, on est à la fois très satisfait et puis ça tient ses promesses et puis c'est plaisant. Hein. Non, c'est trop chouette. Hein. Et c'est globalement bien gouverné quand même en tant que langage. Pour le coup. Ouais, donc vraiment que du positif. Surtout que c'est pas, après c'est pas évident, tu vois, il y a une petite marche d'entrée entre guillemets. Et puisqu'on parle de choses pas évidentes. Quelle transition. On va parler de Pierre. Alors je vais faire une parenthèse. Pierre, on va faire un one-in-one en fait, caché. Ça va Pierre, comment vas-tu? En fait, non, ça va pas du tout. C'est pas un podcast. Pierre, je n'ai pas le temps d'en parler. Voilà, la fin du manuel. Non, le but est de parler système distribué, Pierre. Oui, c'est un blog post qui est sorti sur Fly.io, qui est une plateforme as a service. Ils ont sorti, en fait, ils ont un peu les mêmes problématiques que nous. Hein. Écrire des systèmes distribués, c'est pas si facile que ça. Former les gens à créer des systèmes distribués, c'est pas facile du tout. Du coup, les recruter, c'est compliqué et ils cherchaient comment réussir à recruter des gens dans les systèmes distribués. Et ils se sont rapprochés de Kyle Kingsbury, alias Afir, qui est quelqu'un qui a créé un système qui s'appelle Jepsen, qui est globalement donc Jepsen.io, c'est un projet qui vient à, je vais dire, c'est vraiment détruire les bases de données distribuées. En gros, l'idée c'est de prouver ou pas la solidité des systèmes distribués. Et donc, il a des rapports sur Cassandra, Kafka, Zookeeper et compagnie. Donc, son but, c'est vraiment de casser les bases de données. Donc, par exemple, les bases de données un peu Mongo qui dit être full transactionnel, acide, et en fait, c'est le boulot de Jepsen de rétablir la vérité, on va dire ça comme ça. D'accord. Il propose autre chose ou non, c'est vraiment casse quoi. En fait, il les casse et
tu fais des rapports. Enfin, c'est devenu un standard maintenant. Quand tu écris ton système distribué à une certaine échelle, tu es obligé de dire de passer Jepsen parce que c'est devenu une garantie d'entreprise. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu victime de son succès parce qu'il y avait eu un grand discours enfin, ils en parlaient, ils disaient, mais en fait, le problème, c'est qu'on a des gens qui viennent nous voir en mode, faut que vous testiez notre base, qu'en fait, faut qu'on vous prouve qu'on est testé par Jepsen. Parce que pas la démarche non plus. Le but, à la base, c'est vraiment un côté recherche et pousser les limites du truc et pas être un critère de validation de. C'est ça. Ils le deviennent de facto, mais c'est pas ce qu'ils cherchent, quoi. Du coup, ce mec-là, il a écrit Jepsen et il a notamment écrit, en utilisant tout ce qu'il a appris sur Jepsen, un outil qui permet d'apprendre à écrire des systèmes distribués qui s'appelle Maelstrom. Et ça permet en fait ça donne une sorte d'environnement de développement où on va pouvoir apprendre à écrire des systèmes distribués. Et du coup, Flight.io et Afir, ils se sont associés pour compléter les exemples de Maelstrom. Et donc maintenant, on a une série d'exercices pour pouvoir apprendre à écrire des systèmes distribués, sachant que Maelstrom en fait va venir injecter des pannes de réseau, va venir réordonner les paquets réseau, etc. Donc on est vraiment dans une logique où on va écrire un acteur, donc quelque chose qui va recevoir des messages, et ça va être Maelstrom qui va réorganiser tous les messages, couper les messages, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de combler. Alors Maelstrom existait avant. J'ai fait le binding Rust pour pouvoir le faire en Rust d'ailleurs, si les gens veulent essayer. Mais ils ont complété les exemples. Donc maintenant, ça va du serveur qui répond echo. Il y a un algorithme de broadcast, ça va plaire à Steven, ça. Il y a un log. On peut écrire un système style Kafka et on peut même aller jusqu'au KV transactionnel en exercice. Et ça se présente comment dans la forme? En gros, c'est de l'idée en ligne, tu envoies ton code, ça exécute une série de scénarios. Alors en gros, tu écris ton app dans n'importe quel langage et en fait, tu files un binaire à Maelstrom et en fait, il va écrire sur la sortie sur stdout du JSON. Okay. Et toi, tu récupères les messages et tu les exécutes. C'est vraiment l'inté est plutôt bien faite et elle est maligne parce qu'en fait, du coup, c'est une inté JSON stdout et en stdr pour les erreurs. Donc en fait, tu peux faire ça dans n'importe quel langage que tu veux, ce qui est plutôt pas mal. Okay. Et c'est écrit en Clojure, je crois. Je crois que tout Jepsen est en Clojure. Alors Clojure, c'est inspiré de Lisp, ça tourne sur JVM. C'est assez fun, mais ça n'a jamais trop démarré. C'est ce qui était utilisé aussi dans Apache Storm. Ah ouais, c'était du Star, il y avait. Ouais, c'était du Clojure. Ouais. C'est assez cool de voir autant d'outils qui commencent à naître. On se dit, on commence à bosser sur du code, et puis comment est-ce qu'on peut l'envoyer dans un environnement pour le tester, pour l'intégrer, machin, etc. Ce qui m'amène au fait qu'on voit beaucoup plus ce genre de système et que Olivier... tu m'as fait une magnifique transition. Effectivement, déjà, juste avant, quand tu parlais d'IDE dans le cloud, je savais qu'il fallait amener ça. Oui, non. Bah alors en fait, l'actualité, juste petite info, globalement, d'un point de vue personnel, on est en train de monter une guilde Gitpod sur Brest. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guilde? Qu'est-ce que c'est que Gitpod? Qu'est-ce que c'est Brest? Autant de questions qui peuvent venir. Non, plus sérieusement, en fait, il y a une vraie tendance en ce moment, on parcourt quand même pas mal les conférences, un petit peu les communautés, c'est vraiment d'avoir son environnement de développement en mode SaaS, complètement embarqué dans un environnement cloud. Ça a plein d'avantages. Alors, ça, j'ai pas d'action là-dessus, mais en fait, c'est quelque chose que j'utilise maintenant, ça fait presque 1 an, au quotidien. Et les avantages, en fait, je vais juste faire une petite liste des trucs, ce que ça m'a apporté. Par exemple, si vous avez un environnement de développement, vous devez travailler sur un poste où vous n'avez pas les droits route et vous avez installé divers produits ou n'importe quoi, diverses applications. Bah, l'avantage, c'est que via un navigateur, vous avez accès directement à un environnement sur lequel vous êtes complètement maître. Donc ça, c'est bien, ça vous enlève déjà beaucoup de limitations. C'est pratique. Et comment ça fonctionne? En fait, globalement, l'environnement, c'est un VS Code Server. C'est virtualisé, ça va être embarqué dans un conteneur, ça va être déployé, ça va être accessible donc via une URL standard. Et dedans, ce VS Code Server, en fait, il y a par la mécanique qui sera proposée par le fournisseur X ou Y, qui va pouvoir interagir avec un repository qui va être GitHub. Là, si on prend l'exemple de CodeSpace,
CodeSpaces, en fait, c'est ce qu'a sorti. C'est GitHub. C'est GitHub, C'est GitHub, ouais, qui ça, a c'est sorti GitHub qui a sorti CodeSpaces. ça. Donc là, tu peux directement interagir avec ton code, tu peux rajouter, donc avoir ton IDE embarqué avec ton repo. Et là, celui que j'utilise moi principalement, c'est Gitpod, parce que lui il permet de se brancher sur GitHub, sur Bitbucket ou GitLab. Donc ça, ou alors amener toi-même la référence de ton repository, qui soit privé ou avant. C'est ce qui est dommage, maintenant c'est plus le cas. Tu pouvais en plus l'installer chez toi, tout l'environnement Gitpod, pour travailler vraiment dans ton réseau privé. Donc là, c'est plus le cas. Là, ils ont changé un petit peu de modèle, ce qui est dommageable. Mais Ils ont changé de licence aussi. Non, c'est pas une licence. Ils ont changé, ou de- si, ils ont remodifié. Alors avant, tu avais 50 heures gratuites et quel Ah oui, que non, soit c'est la le machine modèle qui a derrière, changé, voilà, ouais. c'est pas grand chose. Maintenant, c'est plus indexé sur le type de machine que tu prends. Tu as une normale, une médium, D'accord, ou une large, donc selon ce que tu utilises, quoi. Donc tu as une espèce de crédit maintenant, avant que c'était plutôt à l'heure. Globalement, ce qui est surtout pratique, en fait, dans les cas d'usage, hormis celui que j'ai cité, moi, en fait, qui me sert au quotidien, c'est dans le cadre de formation. C'est quand on arrive, si on a une classe d'étudiants devant soi, on leur dit, voilà, on va travailler, on va faire de l'infrascode, on va travailler sur tel sujet. Souvent, quand on arrive, ils ont leur machine maintenant avec tous leurs produits, ça Windows, Linux, Mac, peu importe. Si on doit installer toute une stack, OpenStack, kubectl, etc., tout ce qui pourrait nous aider, ça prend déjà la moitié du cours, en fait, c'est d'installer, et on va avoir on a un taux d'échec assez important sur ceux qui vont suivre sur le PC ou la machine de leur voisin. Donc du coup, c'est en fait maintenant, ça consiste à préparer globalement l'environnement. Il est mis à disposition parce que finalement, c'est du fichier qui est déposé sur un repo. On leur donne l'URL, ils appliquent souvent, si c'est Gitpo, n'importe quoi, ils lancent la mécanique, et ça permet d'avoir tout le monde au même point. Et selon ce qu'on met dans le repo, on peut les faire avancer étape par étape dans des choses qu'ils ont toutes faites. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet aussi de passer les sécurités réseau des écoles qui bloquent des fois les ports qui sont en dehors de 443. Donc si on veut, moi je fais des TP Kafka par exemple dans mon ancienne école, et du coup ça permet en fait comme le code tourne dans une machine, pas dans le réseau de l'école. Toi, tu utilises ça aussi du coup, j'utilise Gitpod. Alors moi j'utilise Gitpod, pareil que toi, pour des cours. Et sinon, pour des enves de dev un peu complexes, je sais que quand on compile certains trucs, Comme ça, tu prépares d'abord l'env. par exemple, quand je travaille sur une base de données qui s'appelle Fondation DB, et par exemple, je sais que tout est packagé dans un Docker qui permet qui a tout l'environnement build avec toutes les dépendances, et c'est un projet C++ un peu compliqué, et du coup, c'est vraiment tout est packagé dans un conteneur, et puis j'ai pas besoin de m'embêter à vraiment tout configurer à la main, et ça, c'est vrai que c'est bon, l'image fait 6 gigas à télécharger, c'est un peu compliqué, mais des fois, surtout en CI, Du coup, je vois ça effectivement un peu adapté à soit de l'environnement éphémère, soit de la petite contrib légère. Je vois beaucoup moins les grosses entreprises, les justement, assos, j'y viens, ce genre d'éditeurs. C'est un dernier exemple, en fait. On a eu un témoignage justement de quelqu'un dans une entreprise qui, en fait, tous les postes de développement des développeurs de l'entreprise sont sur un CDE. Ce qui permet, en fait, il nous a fait un retour d'expérience, en fait, sur la qualité de l'onboarding des personnes. Dès qu'elles arrivent, elles ont déjà tout à disposition. Et surtout, il n'y a plus de problème de mise à jour de tel ou tel logiciel. En fait, à partir du moment où tu démarres ton environnement, il est compilé à partir de sources, ou il est compilé à partir de références. Tout le monde est au même niveau. Et il disait aussi, quand il y a une erreur, elle est vue tout de suite et elle est réparée tout de suite. Donc, en termes de... Vous voyez, il y a quelques années, il y a eu une tentative de ça, mais en partant du IaaS et en virtualisant l'IaaS en graphique à distance avec soit du Vue ou VMware, je sais pas quoi. C'était les prémices de ça. Mais ça résout le problème effectivement de la sécu dans l'image, ou de l'OS, ou de l'environnement plus léger. Là où aujourd'hui, puisque maintenant tu as du VS Code Server entre guillemets web, et tu bénéficies implicitement de tout l'avantage en fait de ton repo. C'est-à-dire que tu peux versionner aussi, tu peux directement démarrer un environnement sur une branche. Tu peux proposer toi tes devs à disposition, les présenter sur une branche directement. Donc c'était le petit côté pratique. J'étais vite conquis. Et globalement, c'est un sujet qui est en train de devenir un petit peu tendance, et on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui s'y mettent globalement, et c'est facile à faire. C'est facile à faire. Vous prenez un VS Code Server, donc c'est l'avantage, c'est que c'est disponible assez facilement, ça s'installe très vite, ça démarre comme un service qui ouvre un port, et après vous avez accès directement à un environnement
VS Code directement. Ouais. Moi, je vois une vraie plus-value sur l'onboarding, sur les projets qui ont des versions de dépendance un peu particulières. Et en fait, on passe pas mal de temps à essayer de construire des outils pour que les gens puissent développer. Et du coup, tu passes un temps juste monstrueux à te dire, OK, il est sur quel OS, quelle version de truc, quel machin. T'es limite obligé de faire de l'Ansible, j'exagère à peine, pour amener les gens dans un environnement qui est intéressant. Et le fait d'être capable de les spawn clean à la volée, je pense que ça peut avoir un bel intérêt pour présenter de la code base ou faire entrer les gens facilement dans les bases de code. Au moins, pouvoir étaler l'onboarding, quoi. En fait, tu te concentres au moins sur le métier, sur le code, sur le projet dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui te donne le temps d'aller setup ton environnement dans une deuxième phase. C'est ça. Et puis ça permet que la personne elle a un peu le pied à l'étrier, elle comprenne comment globalement le système est foutu. Et en fait, à partir de là, elle a beaucoup plus d'outils pour aller se construire son propre environnement. Et puis tout le monde n'a pas forcément 64 Go de RAM pour pouvoir démarrer des applications un peu lourdes. Hein. Et tout le monde n'a pas d'XOS. Ça va, parce que je rappelle, tu peux sur un navigateur, tu peux coder sur ta tablette, sur ton téléphone. Clairement. Et bon, après ça, c'est du dev. Tout ça est très éloigné des conditions de production, n'est-ce pas? Maintenant, bon, pour ceux qui connaissent pas Brest, non. Je vais leur donner la main, la donne. Oui, donc effectivement, c'est éloigné de la production. Et si on revient un peu sur la production, n'est-ce pas? Ouais. Comment est-ce qu'on combat un incident de production, Pierre? Le moins possible dans la douleur, de dire. Oui, mais encore. Non, ça c'est le lien que j'ai trouvé ça super intéressant. C'est donc c'est un papier de recherche qui a été publié 2022, donc l'année dernière, par Microsoft, qui a fait une analyse des post-mortem de Microsoft Teams. Donc ils ont pris tous les incidents à sévérité haute et tous les post-mortem de Microsoft Teams, et ils ont essayé d'en tirer des tendances, regarder les problèmes et en tirer des conclusions. Et je trouve que alors le papier du coup il décrit très bien les problèmes, et il y a des choses qui sont assez intéressantes qui ressortent. Donc il y a eu 150. Alors le papier prend en compte 152 incidents de production sur Microsoft Teams. Et en fait, il y a les stats. Donc, par exemple, on trouve des choses. Si jamais vous aviez Teams et que vous demandez si la qualité de service était sérieuse ou pas. Si par exemple, en fait, on prend je taquine, mais c'est hyper bien en fait de montrer ces stats-là. Ça permet de montrer que tu peux faire un produit qui fonctionne, mais que tu as quand même des incidents derrière. Ce qui est important, c'est plutôt de partager la connaissance sur comment tu fais ça. Il y a très peu de. Comment tu deals l'incident. Comment ils parlent aussi de comment ils gèrent l'incident et qu'est-ce qu'ils améliorent après. Donc c'est assez rare, hein, les boîtes qui sont très ouvertes sur ce genre de truc, parce qu'en fait ils donnent quand même beaucoup de stats. Donc par exemple dans les stats, c'est que 40% des problèmes sont dus à un bug de code ou de conf qui a été envoyé, par exemple. Donc 40% des problèmes, c'est on a envoyé du code du code qui marchait pas ou une configuration qui marchait pas. Donc 40%. Pour donner une idée, par exemple, les problèmes d'infrastructure, c'est 15% des problèmes. Problème de dépendance, donc c'est 16%. Erreur de déploiement, 13%. Erreur d'hôte, c'est une catégorie à part entière. Problème de réseau aussi. Dans les mitigations, c'est la stat qui m'a le plus étonné. 80% des fixes ont été faits sans avoir à modifier sans fixe de code ou de configuration. Donc juste en faisant du rollback du scaling d'infra. Ce qui est un moyen opérationnel de dire que t'as pas touché au code, mais quand tu rollback et que tu changes de version et que t'enlèves ton bug. Oui, mais c'est-à-dire que t'es pas en train d'ouvrir une PR à 4h du matin. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, mais ça veut dire qu'ils peuvent aussi avoir un chemin où ils savaient qu'ils étaient sur une version qui était fonctionnelle, et que du coup tu peux à 80%, ça veut dire que tu peux potentiellement commencer à automatiser ton rollback. Oui, pour déjà changer le profil, enfin l'incidentologie et avoir une résolution de ton truc. Ça veut pas dire que tu vas résoudre le bug. Ouais, ou de scale ton infra avant de faire des choses. Voilà. Donc ça c'était dans d'autres boots. Dans d'autres reboots, oui. Donc ça c'était dans les trois clés de ce qu'il y a à garder de ça. Pour les améliorations. Dans les améliorations, ouais. Donc de toute façon, c'est toujours pareil. Hein, quand on fait de la prod, il y a 3 trucs à améliorer. Hein. De toute façon, c'est à chaque fois, c'est le test du code,
l'observabilité Test et ou simulation, ouais. test ou simulation. On en fait beaucoup là. Côté Clever, c'est plutôt sympa. Observabilité, log, métrique, tracing. Et le partage de la connaissance opérationnelle, qui est toujours un sujet très compliqué. Donc, Comment les post-mortem, des tech talks sur pourquoi ça a merdé, Oui. faire monter tout le monde en compétences. Voilà, donc c'est. Mais je trouve l'approche très sympa et ça me manque, je trouve. Avoir un management qui ne pénalise pas l'échec et l'erreur. Ah oui. Parce que sinon, les gens vont vouloir planquer les bugs au lieu de Ah oui, partager. tu veux dire dans le sens de la culture juste que tu peux avoir Ah oui, en oui. relation ou ce genre de choses. Bah, il manque, ouais. Il y avait une stat. Alors attends, j'essaie de la retrouver sur les. Il y avait une estimation de combien de pourcents d'incidents avaient eu un temps de debug très long parce que ça manquait de monitoring et qu'ils voyaient pas le problème. Je sais plus où c'est. 25% des incidents. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Bon, en tout cas, Quand tu as fait de l'opérationnel, tu sais que tu peux. Enfin, tu sais qu'il y a des choses à observer a priori, mais tu sais à un moment donné que quand tu vois un truc qui dysfonctionne, tu creuses au fur et à mesure et là tu découvres des nouveaux trucs à observer, c'est des ça. nouvelles métriques que tu peux soit créer, soit exploiter. Mais dans l'absolu, tu sais, tu as des systèmes où tu as quand même des dizaines de milliers de métriques et tu peux pas toutes les grapher, toutes les observer, toutes les connaître tout de suite. Donc ça veut dire que tu as une connaissance qui effectivement est progressive. Mais être outillé pour pouvoir tirer parti rapidement de tout ça, c'est effectivement intéressant. C'est même au-delà de l'outillage, en fait. C'est vraiment de la façon dont toi, dans ton entreprise, dans ton application, tu vas aborder le sujet de l'observabilité, en fait. Qu'est-ce que tu vas mettre comme métrique? Dans quel sens tu la prends? Est-ce que tu pars du socle technique et tu remontes par assemblage pour faire de la métrique fonctionnelle et après de la métrique métier? Ou déjà, dès le début, dis bien, je mets en place une fonctionnalité, je mets en place la métrique qui va avec pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que l'incident technique n'aura peut-être pas d'incident sur le fonctionnel et l'inverse aussi, mais du coup, tu peux mettre à balle de la supervision technique et sans voir une double entrée dans une base de données ou un truc comme ça, enfin, un truc qui aurait bégayé à un moment. Et quand tu prends le problème à l'inverse et tu fais une fonctionnalité qui aurait une transaction, par exemple, être sûr de bien tracer, d'observer cette transaction-là, peu importe ce que tu as derrière. Donc, c'est souvent, ce qu'on voit d'expérience, on perd de l'information, on perd des incidents parce qu'on n'a pas une couverture juste métier et fonctionnelle de ce qu'on développe. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a une partie de cette pertinence de choix de métrique qui se fait aussi via le fait qu'il y ait des incidents. Et je pense qu'il y a une partie technique dont on a parlé un petit peu avant, mais qui est le rollback, le déploiement en blue-green et tout ce genre d'outillage qui te permet en fait de venir faire en sorte de limiter l'impact des incidents que tu vas avoir et te permettre de prendre de la connaissance et de progresser sur ta maîtrise et de valider tes choix technologiques en fait. Et tout ça, ça t'amène à terme savoir quelles métriques sont pertinentes, dans quel contexte, etc. et pouvoir s'en servir comme point d'attention et pour les grapher ou pour réagir dessus. Et ouais, c'est super cool qu'il y ait des boîtes comme Microsoft qui détaillent. Moi, j'aime bien une des choses qu'ils ont trouvées, c'est ils disent que globalement pouvoir traquer toutes les régressions de code, c'est trop compliqué. Et puis des fois débugger des trucs en prod, c'est trop compliqué. Donc ils mettent le paquet sur le test ou la simulation. Nous, c'est des choses qu'on fait côté Clever pour le coup. Où on vient faire de la simulation, on échange des disques sur des bases de données et tout pour faire pour être sûr que nos futurs DB serverless sont solides. Bah, on est vraiment dans cette optique-là pour le coup. Et puis même full stack, quoi. De l'API jusqu'au moteur en dessous, tout est simulé. C'est assez incroyable, je pense qu'on expliquera ça dans une conf parce que c'est assez complexe. J'avoue. En tout cas, c'est intéressant et tout ça pour que ce soit réglé comme du papier musique, quoi. Et que... J'adore. J'attends les quelles transitions il va faire. Celle-là, elle était réelle. Alors, pour info, effectivement, donc on me dit là, pose des liens, tout ça, machin, on va parler d'un sujet. Vraiment, moi j'arrive avec un sujet, mais il y a zéro lien. Tout ce que j'ai envoyé, c'est un lien vers la musique sur YouTube. Donc en gros, le sujet, c'est de la techno rap hip-hop vers l'infra as code ou comment associer Stupeflip, Terraform et Ansible. Alors ça fait un peu voilà. Écoute, hein. Donc j'attendais voir la transition. Non, en fait, voilà, prendre un petit peu, c'est pas un sujet technique, mais c'est un sujet qui me tient à cœur.
Globalement, un petit peu dans mes traits, moi je suis un peu hyper empathique, ce qui fait que j'absorbe énormément tout ce qu'il y a autour de moi, et quand je travaille, j'ai besoin vraiment de me focus, et je m'aide énormément de la musique. Alors je sais pas pour vous, je vais faire un petit tour de table, ça peut être intéressant de savoir déjà, est-ce que Pierre, toi tu travailles avec de la musique, tout ça, ou Tout le temps. ouais, un style de musique particulier, ou ouais, quel style? Alors, bande originale de films et de jeux vidéo. Ouais, Et de l'électro quand je suis à fond. électro, genre Oui, violent quoi, un peu top violent. Ouais, des trucs un peu violents quand je suis vraiment, quand je sais que j'ai 3 heures, que on va pas me déranger, que j'ai envie d'attaquer violemment, des fois ça m'arrive. Ouais. D'accord. Mais sinon, ouais, bande originale de films et jeux vidéo pour le reste. Steven? Moi, j'aimerais. Il aimerait coder, je crois. Non, ça m'arrive. En fait, des fois, je me surprends. Ça fait 2 heures que je suis avec le casque anti-bruit sur la tête et j'ai rien micro-musé. Mais ça m'isole, tu vois. Et même des fois, chez moi, où il n'y a pas de bruit, tu vois. Et juste le bruit, en fait, l'absence de bruit, je sais pas. Sans doute que je dois aimer l'effet concentration que ça amène. Mais ça m'arrive de mettre la musique. Mais c'est pas un réflexe. Ok. Mais c'est parce que je fais pas du vrai travail non plus très concret. Alors, nous allons faire un deuxième point de management. Effectivement, si moi je me dis, ok, là j'ai 2 heures pour faire un bout de code, ouais, allez, je me mets bien, je mets la musique. Mais ma vie, c'est pas ça. Donc, Toi, Panda, je sais, parce qu'on a eu la chance de partager le même bureau pendant 1 an. Ouais. Et donc, tu as souvent ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Non, mais un bureau, on parle bien de C'est bureau. pas ça, Brest. Ceux qui connaissent pas Brest, là, on y reviendra. Et donc, toi, je sais que tu travailles aussi en musique, et toi, ton style, c'est plutôt, je sais, une fois que tu as reconnu du Danaki, j'avais ça. Moi, je suis assez ouvert à peu près tout en termes de musique. Les trucs que j'ai récemment en ce moment, en fonction de mon niveau, à quel point je suis réveillé ou pas, ce que je fais. Je dois avoir un truc à dépiler. Globalement, en ce moment, je fais de l'électro-bignou. C'est très bien. De l'électro-bignon. De la J'espère qu'on aura quelques liens. Alors, Moi, j'ai très envie d'écouter de l'électro-bignon. en tant qu'animateur, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est un bignou? Oui, alors un bignou. Pour les noms brestois. Ouais, j'ai vu, c'est un abus de langage, c'est vraiment du bignou. C'est de la cornemuse. Et après, on va pas se lancer dans le détail de qu'est-ce qu'est le bignou par rapport à la cornemuse et tout, parce que ça va être un peu long. Un petit flutio avec pincé, avec un son très strident. Et donc, qu'est-ce que c'est le contrôle bignou? Le contrôle bignou, ça, on croit ça souvent dans les bibines. On va revenir un petit Comparé peu au sur le contrôle sujet. plane. Non, cette petite introduction, en fait, pour vous dire qu'à un moment, donc, moi, j'utilise énormément la musique et aussi peut-être du dubstep, de la musique électro ou des choses un peu plus cool selon ce que je suis en train de faire. Et des fois, je reste quand même perméable à la musique et ça a une influence. Et j'ai depuis à peu près 1 an, j'ai commencé à travailler, donc j'étais embauché chez OVH Cloud, à travailler vraiment sur de l'infra et d'assembler un petit peu tout ça. Et j'ai un morceau qui fait écho exactement à ce que je fais, qui s'appelle La Menuiserie. C'est un morceau de Stupéflip. J'ai plus le nom de l'album, mais je crois que c'est un des premiers, celui où il y a, bon, bref. Et dedans, il y a prendre des petits bouts de trucs et les assembler ensemble. Et c'est ça, il répète ça. En fait, King Ju parle de la musique qu'il est en train de créer. Il prend des petits bouts de trucs, et les assemble ensemble. Et à chaque fois, j'ai un moment, c'est ce que j'étais en train de faire. Et effectivement, on prend des petits bouts de trucs et on les assemble ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? Une espèce de truc cohérent de la musique. On ne présente pas tout, mais des fois, il y a des choses qui fonctionnent. Et globalement, ce qu'on est en train de faire quand on dev, et qu'on fasse de l'infra, qu'on fasse du code, qu'on fasse du front, du back ou peu importe, on prend des petits bouts de trucs, on les assemble ensemble. Et les petits bouts de trucs, en fait, on en a une myriade. On en a plein. Quand on regarde un petit peu trop. Voilà, l'écosystème, on peut avoir des affinités avec certains, on veut vouloir les mettre en avant, etc. On aura aussi de l'affect. Mais globalement, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Une espèce de morceau de musique. On fait une espèce de partition qui ressemble à quelque chose. Et nous, notre objectif, c'est que ça plaise, qu'il y ait des gens qui l'écoutent et qu'on ait des clients qui soient satisfaits de ça. Donc, en fait, j'ai pris cette espèce de métaphore pour me dire, voilà, on va assembler des trucs, mais pourquoi? Se poser aussi la question de pourquoi on assemble tout ça, hormis se faire plaisir et s'amuser, parce que c'est quand même quelque chose qu'on aime bien faire. Et ben, c'est pour qu'à la fin, ça arrive dans les mains des clients. Et donc, moi, j'en reviens sur mon activité, en fait, c'est de l'infra. C'est de la VM sur OpenStack, du network, on fait du disque, on rajoute du cube, de la base de données managée, etc., etc. Mais c'est génial, on peut s'amuser de les monter un par un, de s'amuser. Mais au final, qui en a besoin et qui va s'en servir? Donc,
finalement, comment on assemble ça. Donc là, en prenant les outils d'infra as code, où on réconcilie un petit peu le monde du développement et le monde de l'infra, eh ben, on arrive finalement à construire des choses et on commence à parler à nos clients, en tout cas quand on est au niveau IaaS, on commence à parler à des gens qui font du système et qui trouvent ça cohérent, on leur propose des choses, finalement des espèces de partitions. Donc c'est pour ça un petit peu le lien entre Stupéflip, que je vous invite vraiment à découvrir. Parce que Ça va être la musique de l'épisode à la fin. ça sera la musique de l'épisode à la fin. Spoiler. J'en suis On ne sait pas. très content. Ah oui, il va y avoir un lancer de débordé. Ah mince. De toute façon, j'imagine qu'il y aura le lien, Et donc c'est ça. Enfin, pour moi, voilà. Donc, je voulais proposer un lien aussi. Et c'est ce que je propose aujourd'hui. Ça fait quelques mois que je travaille dessus. Il y a quand même un repo, quelque chose de sérieux quand même. Il y a un repo GitHub public OVH qui s'appelle Public Cloud Examples, qui sont des petits scénarios Terraform avec deux Ansible derrière pour faire cohabiter les deux, qui proposent un petit peu des schémas basiques pour l'instant les bases de composants d'infrastructure sur notre environnement public cloud dans du réseau privé, routé avec des passerelles, de la gestion SSH, création d'instances, création de cubes managés, création de bases de données, l'installation d'un WordPress par exemple sur un cube qui accède à une base MySQL, voilà. Tout ça mis bout à bout, Terraform, et ce sont des petits exemples en fait, des petites partitions, des petits bouts de musique en fait qui sont proposés. Et c'est donc vous trouverez le lien de mes petits bouts de trucs que j'ai assemblés ensemble. Trop cool. Ça fait un peu l'analogie chef d'orchestre. Exactement. Et C'est je rigolo. peux saluer d'ailleurs, j'ai fait une rencontre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sylvain Gouze, enfin Gouze on l'appelle, il travaille chez Zenica, qui est chef d'orchestre et travaille chez Zenica. Zenica Brest. Zenica, il va m'en vouloir, je ne sais plus. Sinon, on leur passait le bonjour, on est revenu cette semaine. Non, je connais bien Brest. Non, c'est du côté de Lyon. Je crois qu'il est au bureau de Lyon. Et il est chef d'orchestre et il est développeur. Et on n'a pas encore discuté de tout ça ou très sur voilà. Mais j'adore quand les univers se mélangent et les passions se mélangent et souvent ça match. Et alors, pour rester un peu dans l'univers ludique, mais changer un petit peu d'univers quand même, le sujet suivant, c'est Valve qui a annoncé avoir créé un honeypot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un honeypot? Un piège. C'est un piège. Un pot de miel. En fait, ils ont identifié, un pot de miel, en traduction littérale, mais un pot de miel, ça attire les mouches. Et elles restent collées. Et là, les mouches, c'était des utilisateurs qui trichaient, en fait, à Dota, qui est un de leurs jeux phares. Dota 2. Dota 2, précisons, parce que... Pardon. On va faire à des puristes, se faire Il y en a qui jouent à Dota ici ou pas? Non, Dota 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il y a eu des regards méchants vers moi. Non, mais si, je l'ai. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais oui. il y en a qui jouent. Ah oui. D'ailleurs, je connais tout. T'es entouré de 3 joueurs là, Steven, je crois. Heidi ou... non. Oh là, tu sors ta baguette magique. Il sort sa baguette magique. Tu parlais de chef d'orchestre. Waouh. Oh la classe. Bah, spécial dédicace. Alors faut inviter les gens à regarder sur YouTube et à mettre des pouces bleus. C'est une baguette de chef d'orchestre. De Paul Bert, n'est-ce pas? Bref, mais elle est belle, Non, ce qui est intéressant sur la problématique de la détection de gens qui trichent, c'est qu'en fait, les éditeurs de jeux, ils ont à mettre des stratégies de plus en plus dingues pour réussir à garantir l'équité de leur jeu, qui est à peu près le seul truc qui garantit que les gens continuent à jouer. Exactement, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, ils disent, mais si tu as une mauvaise balance, entre guillemets, dans l'expérience de jeu, parce que tu en as certains qui ne trichent pas, qui payent, ouais. et que bien Ça que tu impacte payes, la tu balance t'aperçois commerciale de l'éditeur, en fait. En fait, c'est que tu décrédibilises le jeu, et donc tu vas perdre tes utilisateurs, et ils ont intérêt à défendre ça. Tu perds. En plus, il y a des jeux, ils sont concurrentiels. Enfin, tu vois, dans le secteur Dota 2, t'en as plein de concurrents. Si les joueurs sont pas satisfaits sur un jeu, ils vont vite aller sur un autre. Donc ça va très très vite. Et effectivement, il y a des exemples comme ça de cheaters ou de trucs qui ont été abandonnés. Il y en a pléthore. Et la spécificité de ce genre de jeu extrêmement compétitif, c'est que souvent, ils essaient de faire en sorte que le niveau des joueurs qui s'affrontent soit le plus proche possible. Donc en fait, la triche, elle n'est pas évidente. C'est pas des choses qui vont apparaître. C'est on va faire en sorte que tel joueur lag un peu plus, ou
de révéler un peu d'autres informations. Et en fait, du coup, la lutte contre la triche, elle doit faire face à des myriades d'approches différentes. On est vraiment sur du piratage au sens très large, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer de mettre en place des robots qui vont agir sur les contrôles pour les déplacements, pour déplacer plus vite, pour regarder l'écran. Il y a des tonnes de choses qui se font, et du coup, ça a l'air d'être absolument dingue de détecter ça, tu vois. C'est comme pour les failles informatiques, où t'as un marché de la faille zéro day ou genre de choses. Là, t'as la même chose. Et ben là, il te dit, t'as une industrie entière qui, en fait, est là pour servir les professionnels du jeu pour leur donner de l'avantage sur... Ce qui est assez dingue, c'est que tu parles des professionnels du jeu, mais c'est énormément le monde amateur. Hein. Enfin, c'est Alors, quand je dis professionnel, c'est enfin, je considère que quand tu es sur Twitch et que tu joues en amateur, mais que tu gagnes ta vie peut-être via Twitch professionnel indirect. Quoi. C'est arrivé des gens comme ça en live que tu vois le cheat apparaître et boum, bah, ils sont grillés direct. Mais effectivement, il y a plein, même des gens en fait qui sont pas. Moi, j'en ai connu. J'étais dans une communauté de joueurs il y a très très longtemps sur. Alors c'est pas Counter-Strike, mais c'était Medal of Honor, Allied Assault. Et donc c'est très très vieux. Et il y avait des gens qui étaient prêts à payer un programme, mais juste pour eux, enfin pour être meilleurs que les autres, juste pour leur ego. Donc il y a un vrai business. Donc du coup là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exprès de mettre une faille exprès pour pouvoir attirer et choper les tricheurs. Donc genre, en fait, ils ont fait, on va laisser ce morceau de code là exprès. Et ceux qui le déclenchent, en fait, alors exprès, mais qui est pas du tout censé être appelé par le jeu. Mais comme c'est des softs qui viennent taper les accès des serveurs de jeu à côté, bah, du coup, en fait, ça a permis de scinder un peu les deux en disant, bah là, il y a un accès non légitime via ce compte-là. C'est forcément de la triche, donc oui. Moi, je trouve l'approche assez élégante quand même. Ça existe depuis longtemps en sécu, mais c'est assez rigolo dans le jeu vidéo que t'as vraiment la porte, tu sais, dans le RPG où t'as la porte où que t'as envie d'ouvrir et oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Du coup, dans le monde du jeu vidéo, c'est plus rigolo, je pense. C'est une texture. Donc, en effet d'échelle, ils ont du coup détecté 40 000 comptes qui utilisaient. Ils donnent pas le temps, le soft cheaté. Et ils les ont ban. En fait, ils les ont donc bannis de la plateforme de jeu pour envoyer un message clair. Tu veux, t'es banni qui est d'avoir un environnement de jeu sain, en fait. Alors après, 40 000, ça paraît beaucoup. À l'échelle de... Allez. À l'échelle 40 000, c'est pas mal, hein, quand même, sur un seul jeu. Il y a combien de jeux à ça? Ouais, c'était toute la plateforme Valve ou... Bah, du coup, tu te fais ban tout ton compte Steam, du coup, puisque because Valve, tu vois. Merci d'être passé. Voilà, on va voir. Ouais. Bon. Je sais pas combien de joueurs il y a sur Dota 2? 7 millions 6. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Oui, non, il y a encore du monde sur Dota. De la marque, ça va. Monthly active users Dota 2 régulièrement. Donc, ils excèdent 7 millions 6 joueurs actifs par mois. Ce qui est quand même que pendant les abonnements. C'est pas mal, hein. Donc, en fait, 40 000, effectivement, tu te dis, t'envoies un message clair, mais ça doit pas trop impacter pas y avoir d'impact. Il leur est revenu. gratuit encore, celui-là. Il me semble. Je sais pas, je joue pas au Il est MOBA. gratuit, celui-là. Voilà, c'était la petite anecdote de fin de c'est cette ça, première session. C'est un free-to-play. Ah, c'est devenu un free-to-play maintenant. Ouais, non, mais je crois qu'il a toujours été là. Et on va lancer le dé. Ah bah c'est. Alors là, tu le fais hors caméra pour... C'est toi, Olivier. C'est quel lien? C'est moi qui chante ou la musique là? Non, tu vas Tu vas nous décrire le morceau avec quelle musique t'es venu? Ah bah j'en ai parlé tout à l'heure, donc je peux réutiliser le même. Oui, bien sûr, mais vas-y, plus orienté musique. Et donc on parlait de la musique tout à l'heure qui me boostait, donc effectivement ces derniers temps c'est Stupeflip, c'est un groupe que je suis depuis très longtemps, donc c'est du rap un peu hip-hop, rock. J'aime bien parce qu'il a pas trop de style vraiment défini, c'est un univers graphique aussi très posé et passionnant. Voilà, j'adore ce qu'ils font. Et donc le morceau c'est la menuiserie qui est qu'on retrouve dans un des albums qu'on retrouve facilement déjà en lien sur la vidéo ou dans le podcast et sinon sur YouTube et qu'on va pouvoir écouter maintenant. Vous pouvez monter le son et on s'écoute ça. On vous remercie de nous avoir écoutés dans cet épisode de Message à caractère informatique. Merci. On vous dit à la prochaine. Et à très bientôt. À très bientôt. Et à bientôt. Salut. Tu veux du hardcore, plan de gorge mort, c'est jusqu'à la mort. Pas d'affinité avec ces porcs qui sont pas de mon bord. J'ai choisi ce son car il est bon comme un bon bourbon. Moi ma rage la fout pas n'importe où, j'en fais des chansons. J'ai pas de crainte, plein de croûte, check un peu ce casque.